Le champ de bataille était jonché d'ossements de morts et de leurs armes. Chacun d'eux se lança dans cette bataille de son propre chef. L'archer repose dans un tas d'os, l'arc à la main, sur lequel il a compté pour le reste de sa vie. Le magicien s'étalait sur les eaux avec un bâton cassé posé à côté de lui, voulant connaître le secret de cet endroit. L'alchimiste, assis avec une potion cassée par terre, cherchait à comprendre ce monde. Le tueur, qui a décidé de s'y rendre par souci de profit, gît mort après avoir laissé tomber son poignard. Le guerrier lâcha l'épée à deux mains brisées, qui avait défendu ses camarades jusqu'au bout. Le héros se révèle dans le passage. Contrairement à eux, il a pu atteindre cet endroit à force de sang, de sueur et de sacrifices. J'ai finalement réussi à arriver ici, après 99 tentatives, dit-il en entrant dans la salle baignée de lumière. Des gardes armés de diverses armes remplissent la salle et la protègent. Le héros concentre sa magie entre ses mains. Prenant sa faux dans ses mains, il part à l'attaque de l'armée des gardes. Il remarque le héros et s'active pour protéger la salle. Le premier à se précipiter sur lui est un garde armé d'une épée à une main, qui se balance. Il frappe le héros debout sur le pont avec une force énorme. Lors de la frappe, le personnage principal grimpe sur sa lame. Il utilise la compétence Death Seal sur le garde qu'il combat. La marque de la mort apparaît au-dessus de la tête du garde. Le héros court rapidement, d'abord le long de l'épée, puis le long du bras jusqu'au cou. Il caresse rapidement la gorge du garde avec sa faux. Sa gorge se brise presque sous le coup de la faux du héros. Le héros tombe, convaincu que son habileté fonctionnera après avoir frappé. Le sceau de la mort commence à agir, brillant de manière menaçante au-dessus de la tête du garde. Le sceau délivre un autre coup, si puissant qu'il lui déchire le cou et que sa tête tombe de ses épaules. Le héros rebondit sur la main du garde et s'envole vers les autres. Les gardes remarquent immédiatement sa silhouette, bien plus petite qu'eux. Le héros se prépare à porter un coup puissant avec sa faux, et en même temps, il utilise la compétence « Nuit de la mort ». Une obscurité impénétrable recouvre la salle, et même les gardes ne peuvent rien y voir. Le héros frappe d'un coup tranchant les gardes qui ne savent pas où ils se trouvent. Son coup se brise, comme le premier garde, en deux parties, ainsi que le second, debout devant le premier garde. Après avoir terminé le coup, le héros se retrouve sous le pistolet du garde archer, qui a préparé le tir à l'avance, ne lui permettant pas de respirer. Le faucheur fut à peine capable d'esquiver les tirs. Ils réussirent seulement à déchirer sa cape noire. Des tirs de glace et de feu volèrent vers le héros en un flux continu. Décidant qu'il doit également frapper continuellement, il utilise la compétence « Accélération ». Après avoir augmenté sa vitesse à plusieurs reprises, il vole avec une forte secousse, rapprochant la distance de la garde de l'archer. Sa vitesse est si grande qu'avec ses mouvements, il crée de nombreuses copies illusoires. L'archer charge de nombreuses flèches enflammées dans son arc et les tire. Toutes les flèches n'atteignent que des copies du héros, qui s'effondrent immédiatement. « Il te sera difficile de me frapper », dit le héros avec assurance et en souriant. Soupirant de surprise, il découvrit un piège. Le cercle magique installé au sol se démarra, ne laissant aucune chance de salut. La magie dans le cercle a fonctionné et un pilier de glace en a jailli, emprisonnant de manière fiable le héros dans ses chaînes. Le héros, figé dans la glace, regarde craintivement au loin. Le garde s'approche de l'immense pilier de glace d'un air menaçant. Il balance sa masse avec l'intention d'écraser le héros avec la glace. Le héros n'a d'autre choix que d'utiliser l'une des compétences les plus puissantes, Moonlight of Destruction. La vague de puissance qui en émanait traversa la colonne de glace. Puis la vague est passée au garde et, le traversant, l'a déchiré en deux. La colonne de glace commença à s'effondrer, libérant le héros. « C'était proche », dit-il épuisé. « Même moi, j'aurais été blessé si je suis entré en collision frontale. Ce combat s'éternisera. Si je les combats un contre un, j'y mettrai fin d'un seul coup. » dit-il alors qu'il se préparait à y mettre fin. Le garde archer se prépare à lui tirer à nouveau dessus avec des flèches de feu. Le mage gardien se prépare à utiliser à nouveau la magie de combat contre lui. Le héros, débordant d'énergie, prend position pour un meilleur swing. Utilisant à nouveau la compétence Moonlight of Destruction, il prépare un coup très puissant. Le héros exécute un coup appelé Lune sanglante et frappe avec un coup extrêmement large, traversant tous les gardes devant lui. Tous les gardes ont été déchirés en deux et sont tombés au sol. « J'en ai enfin fini avec eux », dit-il avec soulagement, entouré de gardes découpés. « Eh bien, il est temps de voir ce que les gardes protégeaient », dit le héros en entrant dans le passage. Il marche, marchant différemment. Dans la salle vide, ses pas résonnent. « De quel genre d'endroit s'agit-il » dit le héros surpris. Un temple apparut devant lui,
enveloppée d'une lumière bleu clair. Dois-je franchir cette porte ou est-ce que quelqu'un apparaîtra de là, pense le héros, debout devant la porte. Décidant d'entrer, il entre dans le cercle devant la porte et le héros est enveloppé d'une lumière dorée. Est-ce que je pourrais terminer le jeu? Le héros réfléchit à cela en se tenant à la porte. Un message apparaît devant lui indiquant qu'il a atteint la salle du boss et qu'il faut 5 joueurs pour l'ouvrir. Le héros se rend compte qu'il ne pourra pas atteindre le patron, puisqu'il est seul. Le système a accepté qu'il entrait, mais comme il était seul, il a décidé de le tuer en le piégeant dans une barrière. En jurant lourdement, le héros tente de briser la barrière pendant que le reportage est en cours, mais en vain. Il s'étonne que tout se termine si bêtement qu'il a essayé en vain. Constatant la désintégration de son corps, le héros n'en revenait pas et l'observait en silence. Finalement, il a simplement juré et a disparu. Le système a dit qu'il était mort et qu'il remplissait les conditions d'activation de la rune d'inversion du temps. Il reviendrait au tout début, la dernière 100e fois. Un temple à côté duquel une foule immense compte à rebours jusqu'au Nouvel An. Le personnage principal réapparaît dans le passé, dans son corps. Peu à peu, il se rend compte qu'il est revenu dans le passé. Il regarde ses mains avec surprise, pleinement conscient d'être de retour. Ses mains tremblent, et il se souvient lui-même que c'est maintenant le moment où il a été entraîné dans le jeu. Rassemblant sa volonté dans un point, même s'il veut maintenant arrêter le temps, il se ressaisit. Le protagoniste est obligé de réessayer, surtout lors de sa dernière tentative. En toute confiance dans ses yeux, il décide de se lancer dans cette tentative. En enlevant le capot, il a l'intention de rassembler 4 personnes supplémentaires dans son groupe. En regardant autour de lui, il cherche quelqu'un avec qui faire équipe pour atteindre le patron. Quelques minutes avant le retour du personnage principal, le gars regarde la foule avec mécontentement. Certaines personnes sont heureuses de devenir adultes et de ne plus avoir besoin de faux papiers. Une autre personne a réfléchi à ce qu'elle devrait faire après avoir obtenu son diplôme. Cet homme demande à Young Nim ce qu'il va faire. Il répond que, comme il l'a déjà dit, il veut devenir un gangster. On lui répond que l'idée est extrêmement risquée et qu'il peut mourir en paix, mais il s'en fiche. Il le traite de fou, et il décide de rompre avec eux après l'obtention de son diplôme. Ensuite, les gars lui demandent ce qu'il fera du personnage principal après l'obtention de son diplôme. Young Nim répond qu'il ne le laissera pas partir, les autres ont pitié de lui. Il décide de garder le héros comme jouet le plus longtemps possible. Soudain, un membre de la foule prête attention au héros et en parle à Young. Young se retourne et voit le héros dans la foule. Il confirme que c'est de lui qu'il parle. Durant le reportage, Young aperçoit une aura bleue près du héros, au moment où celui-ci réintègre son corps. Young était surpris et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Ensuite, le héros baisse sa capuche, pensant à quelque chose. Le héros regarde Young avec un regard pensif. Il commence à remarquer que quelque chose ne va pas chez le héros, que tout est étrange. « J'ai complètement perdu ma peur et pourquoi me regarde-t-il comme ça ?» dit Young avec irritation. Mais ils lui disent de le laisser tranquille. C'est le réveillon du Nouvel An. Young dit que le héros peut vivre en paix aujourd'hui. Tout le monde se réjouit et se félicite pour la nouvelle année. Les gens sont si drôles. Ils célèbrent le Nouvel An sans savoir dans quelle situation ils se trouvent. Dit une voix féminine inattendue, à laquelle tout le monde a prêté attention. La jeune fille ange est apparue au-dessus des gens, parmi la lumière dorée qui perce les nuages. « C'est comme si je regardais des singes en cage », dit-elle en regardant toute la foule sur la place. Les gens lèvent les yeux et pensent que tout cela fait partie du spectacle et de la décoration. Alors elle est apparue, même après toutes ces fois, c'est toujours dégoûtant, pensa le héros en la regardant. En riant un peu, elle dit qu'elle les a étonnés par sa beauté. Plus tard, elle a dit qu'elle n'avait aucune envie de s'impliquer avec les gens. Souriant malicieusement, elle affirme que leur réaction montre simplement qu'ils l'entendent. Une personne a commencé à s'indigner et à lui poser des questions. Le héros avait honte du discours de l'homme qui se dissipait de plus en plus. Angel a été choquée et n'a pas du tout changé de visage. « Petit homme ennuyeux », dit-elle extrêmement irritée. Un instant plus tard, la tête de l'homme s'est brisée en morceaux sanglants. Une personne a eu le contenu de la tête de ce type. Il se met à crier de peur. La foule elle-même est paniquée par ce qui s'est passé. Young, enchaîné par la peur, ne pouvait que demander de quoi il s'agissait. Comment un petit homme insignifiant ose-t-il parler ainsi à un être supérieur ? Dit l'ange avec beaucoup de colère et d'arrogance. La foule effrayée écoute l'ange parler de sa supériorité sur eux et il leur suffit de l'écouter, sans poser de questions. L'ange, planant au-dessus de la foule, examinait le peuple baigné d'une lumière dorée.
Le héros n'est pas content de devoir réécouter pour la 100e fois les explications de l'ange. Elle annonce un jeu qui aura lieu le premier jour de chaque mois pour les participants. Pendant 20 mois, ils seront transportés dans une autre dimension pour le jeu. Ils devront accomplir une quête par mois. Après quoi, ils pourront revenir avec des récompenses jusqu'au prochain tour. Les gens discutent de tout ce que l'ange leur a dit à propos du jeu. L'ange ajoute que tout le monde ne survivra pas, mais seulement la moitié de chaque quête. Le héros écoute à nouveau tout ce qu'elle dit, même s'il le sait déjà. Le reste de la population est à nouveau choqué que la moitié des gens mourront. « Mais ne vous inquiétez pas, je ne prendrai pas tout le monde », a-t-elle ajouté à la suite. L'homme voulut redemander, mais il se tut rapidement, craignant ce qu'elle leur ferait. L'ange dit qu'il n'acceptera que des personnes âgées de 15 à 29 ans, mais le héros ne pensait pas qu'il écouterait tout cela pour la 100e fois. « Je ne passe pas, je suis sauvé », dit un homme plus âgé, se réjouissant de cela. Le jeune homme s'énerve et saisit l'homme plus âgé avec colère. Young crie après le gars qui a attrapé l'homme plus âgé, lui disant de se taire de peur de ce qu'il pourrait leur faire. L'ange observe la foule d'en haut et prononce un verdict selon lequel le nombre de participants est d'environ 2 milliards de personnes. Après explication et calcul, le sourire aux lèvres, elle emmène tout le monde dans un autre espace. Le héros se retrouve dans un espace vide. Il est venu ici plusieurs fois et s'est retrouvé, pour la 100e fois. Maintenant, vous êtes dans l'espace et vous ne pouvez pas vous voir. La voix de l'ange résonne dans toute la pièce où se trouve le héros. Debout devant le miroir, le héros doit créer un avatar à transférer. Dès que le héros a touché le miroir, la voix a dit qu'il devait choisir avec soin. Il n'avait qu'une chance. Il décide de tout faire comme avant, sans changement. Après avoir configuré l'avatar, il choisit le pseudonyme Black Braid. Après tous les choix et réglages, il est transféré dans un nouveau monde. Un temps ensoleillé et légèrement nuageux, un magnifique champ vert, des montagnes en arrière-plan, voilà le nouveau monde dans lequel ils ont été envoyés. Le héros apparaît dans un monde dans lequel il se retrouve pour la 100e fois. Il est apparu dans ce monde dans des vêtements simples, qui n'étaient pas ses originaux. L'avatar est comme une famille pour lui, puisqu'il utilise cette apparence dès sa 12e tentative. D'autres personnes commencent à apparaître qui ont créé les avatars de leur choix. Black Braid pense qu'être belle ici est stupide. Après tout, dans ce monde, les plus forts survivent, mais les beaux mourront très vite. Et si vous mourrez ici, vous mourrez dans le monde réel. En tout cas, le moment est presque venu, pense le héros en se tournant sur le côté. Il est là, Hwang Young-min, pense Black Braid, en le regardant. Cette fois, il choisit à nouveau un corps musclé, pensa le héros en se détournant maladroitement. L'ange réapparaît et dit qu'elle aime regarder leur visage se tordre de peur et note qu'environ 1 800 000 ont été transportés. 1 800 000, on dirait que nous ne sommes pas si nombreux ici, dit l'un des gens à l'ange. Comme on s'y attend de la part de personnes insignifiantes, dit l'ange avec arrogance. Pensez-vous que c'est la seule dimension ? Dit-elle extrêmement irritée. L'ange a commencé à leur expliquer comment ouvrir la fenêtre d'état. Il suffit de réfléchir et elle apparaîtrait. Et c'est ce que notre héros a fait. Une grande fenêtre de lumière dorée apparut devant lui, affichant son nom, son surnom, son niveau, son rang, ses caractéristiques et ses compétences. Si vous avez déjà joué à des jeux, vous avez réalisé à quel point vous êtes insignifiant maintenant, dit l'ange qui plane au-dessus d'eux. Devenez plus fort et vous passerez les 20 tours, dit-elle. Ajoute que s'ils survivent et passent 20 rounds, ils pourront réaliser l'un de leurs souhaits. Les gens ont été un peu inspirés lorsqu'ils ont entendu parler de la réalisation de leurs souhaits. L'ange dit aux gens de regarder l'inventaire. Elle leur a préparé un cadeau. Yon ouvre l'inventaire et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Il voit un fragment d'une rune aléatoire à l'intérieur que l'ange a laissé là. Elle dit qu'il peut être utilisé au premier niveau et que c'est le seul objet dont il dispose. Il prend le fragment dans sa main et l'utilise pour le briser. Sa main est enveloppée de lumière rouge et la rune se confond avec elle. L'ange, observant les gens, dit qu'elle a remarqué sur leur visage que tout le monde n'avait pas une bonne rune. Certains avaient de la chance. Une fois la reliure des runes terminée, il était temps que le spectacle commence, dit-elle en claquant des doigts. Un panneau apparaît devant tout le monde, avec une quête pour tuer des gobelins. Seule la moitié de tous les participants peuvent la réussir. Soudain, un gobelin armé d'une lame apparaît devant eux. Les gens sont surpris qu'il s'agisse vraiment d'un gobelin et que tout ressemble tellement au jeu. Ne vous inquiétez pas, tous les gobelins n'ont pas encore été invoqués, dit l'ange en convoquant une immense armée.
Les gens sont choqués par le nombre de gobelins invoqués par l'ange. 10 000 personnes contre 50 000 gobelins, combattaient jusqu'à la mort, dit-elle, en leur ordonnant d'attaquer le peuple. Les gobelins laissèrent échapper un cri de guerre, signalant leur extrême hostilité. Les gens ont peur tandis que les gobelins courent attaquer avec le désir de tuer tout le monde. Ryumin, calmement, sans armes, s'en prend aux gobelins. Ce n'est pas la première fois qu'il se bat. Les gens sont surpris par sa détermination et tentent de l'avertir que c'est dangereux. Ryu donne un coup de pied au gobelin extrêmement fort et brusquement sur la tête, le jetant loin de lui, le tuant. La foule est choquée qu'il ait pu tuer le gobelin d'un seul coup. Le gobelin recula très violemment, se cassant le cou au passage, et mourut en laissant tomber sa lame. Ryu pense immédiatement à créer une impression pour que les autres ne le dérangent pas pendant qu'il lève sa lame. Il se lève et réfléchit à la question la plus importante du moment. En regardant l'ange, il réfléchit à la manière d'attirer l'attention de l'ange qui regarde la bataille avec curiosité. Ryu, se préparant au combat, va massacrer les gobelins qui courent déjà vers lui. Utilisant ses techniques habituelles, il fonce à travers les gobelins et les coupe avec une simple lame. Les gens dans la foule disent à quel point Ryu est cool et se demandent d'où il vient sans connaître la vérité. Inspirés par l'action du héros, ils vont aussi s'attaquer aux gobelins. Les gens pensent que puisqu'ils sont les ennemis les plus faibles, ils peuvent simplement être combattus. Brusquement et de manière inattendue, le gobelin attaque une personne de la foule, la jetant au sol. Le gobelin, avec une joie maniaque, transperce un homme avec sa lame. L'homme qui a vu cette attaque est tombé dans la stupeur sous le choc. Horrifiés, les gens commencèrent à s'enfuir, se séparant, permettant aux gobelins de les récolter plus facilement. Ryu tourne son attention vers le carnage qui se déroule derrière lui. Il voit que les gobelins mènent calmement le massacre et que les gens ne peuvent pas riposter. La jeune fille se fiche d'horreur et voit un gobelin poignarder à mort un homme de manière maniaque. Sous le choc, elle tente de s'enfuir dans la forêt ou ailleurs pour échapper à ce massacre. Lors de la première renaissance, j'ai fait la même chose, dit Ryu, la regardant s'enfuir, sachant qu'elle ne réussirait pas. Après sa deuxième renaissance, il réalisa que s'échapper ne mènerait à rien. La jeune fille, essayant de s'échapper, se heurte à une barrière dorée qui enveloppe le champ de bataille. Le gars l'a remarqué alors qu'elle essayait de sortir. Se ressaisissant, il leva avec hésitation sa lame au-dessus du gobelin, n'ayant jamais tué personne auparavant. Le gobelin tremble de peur de la mort, voyant une lame suspendue au-dessus de lui dans une main incertaine. Constatant que l'homme avait des doutes, il décida de saisir l'occasion et de riposter. Il se lève brusquement et jette l'homme d'un coup de lame. Même l'homme lui-même recule devant lui de peur. Le massacre continue. Même s'il y a moins de gobelins, ils sont toujours agressifs et un ange surveille activement cela. Elle regarde joyeusement la bataille, notant que les gobelins sont extrêmement forts en meute, surtout s'ils ont des armes. Mais quelque chose dans ce massacre la trouble, ou plutôt quelqu'un. Elle est très curieuse de savoir qui est réellement Ryu, et le regarde découper des gobelins avec confiance. « Tresse noire », dit l'ange avec une grande curiosité, remarquant qu'il a presque terminé la quête. Elle se plaint du système qui n'affiche que le surnom et la progression de la quête. Angel, en principe, ne se soucie pas de contrôler les gens, car cela nuit à sa fierté en tant qu'être supérieur, mais elle aime toujours regarder le héros. À son tour, Ryu traverse les gobelins avec des attaques puissantes et précises, les détruisant en groupe. L'un des gobelins lui lança son poignard, mais le héros l'esquiva facilement. Un groupe de gobelins se précipita immédiatement sur lui, pensant qu'en groupe, ils pourraient le tuer. Ryu, à main nue, ne donne qu'un seul coup sur chaque gobelin et les perce sans aucun problème. Le héros, tirant son poignard à la vitesse de l'éclair, se prépare à porter un coup puissant et extrêmement rapide. Voyant cela, le gobelin tente de s'échapper de Ryu pour sauver sa vie. Mais Ryu, avec un saut brusque, attaque le gobelin, le clouant au sol à mort. « Quelqu'un d'autre » demande-t-il en les regardant froidement. Les gobelins commencèrent à trembler de peur en regardant Ryu et son poignard qui dégoulinait de sang. « Je pense que nous pouvons faire une pause », dit Ryu en essuyant le sang de gobelin sur son visage. Il ouvre la fenêtre d'état et voit les nouveaux points qu'il a reçus pour les niveaux en tuant des gobelins. Ryu, sans hésiter, décide d'investir tous les points qu'il reçoit des niveaux dans l'agilité, la statistique la plus importante au début. Il sait que l'agilité augmente non seulement les chances d'esquiver une attaque, mais augmente également la vitesse d'attaque et de déplacement. Ryu pense qu'il a déjà réussi à attirer l'attention de l'ange et qu'il devrait déjà mettre fin au spectacle. Puis il jette un poignard sur la tête du gobelin, le tuant d'un seul coup. « Vous n'attaquez pas ?» D'un air menaçant, il dit à Ryu, le gobelin, qu'il était resté cloué sur place sous le choc.
Ils n'osent pas l'approcher, sachant qu'il est bien plus fort qu'eux. « Si tu ne veux pas, » dit Ryu en soupirant et en se préparant. « Ensuite, je devrais m'attaquer moi-même, car pendant qu'il dit cela, il se précipite à travers la foule jusqu'à son poignard. » Le gobelin se retourne, se préparant à attaquer Ryu qui marchait derrière eux. Sans leur permettre de respirer, il leur lança un coup circulaire, déchirant leurs corps en morceaux. Après avoir terminé la quête, son corps était enveloppé dans une barrière de couleur dorée, le protégeant de tout le monde. Une notification apparut devant lui indiquant qu'il était le premier à terminer la quête en 10 minutes. La première place, pensa Ryu, s'en réjouissant, car les premières places obtiennent de bonnes récompenses. Pour avoir terminé la quête, il a reçu un ticket d'armes de Baran pour la première place dans sa région. Et aussi pour la première place, il reçoit un coffre pour avoir choisi une récompense spéciale pour la première place dans toutes les régions. Pour commencer, Ryu utilise un coupon d'armes pour obtenir de meilleures armes. Il a le choix entre une longue épée, un stylet et une lance, toutes ces armes étant assez rares. Ryu est heureux qu'il y ait au moins un choix, même s'il n'est pas riche. Pendant quelque temps, il sélectionne et prend le stylet qui lui plaît. Après avoir reçu l'arme, il jette le poignard qu'il a emprunté au gobelin. Ryu décide de garder le coffre pour plus tard et ferme son inventaire. Il décida de regarder la fenêtre d'état pendant que le massacre des gobelins se déroulait autour de lui. Pensa Ryu en étudiant sa fenêtre de statut. Pendant tout ce temps, il n'a jamais vu son titre de dernier voyageur temporel dans la fenêtre de statut. Par curiosité, Ryu a utilisé un fragment de rune aléatoire. Le système lui a donné une rune d'inversion du temps. Comme prévu, le système a annoncé qu'il implanterait la rune dans son corps. Mais elle a remarqué les restes de la rune et n'a pas pu l'implanter dans Ryu, ce à quoi il s'attendait. Grâce à son retour 100 fois dans le temps, il obtient le titre de « le dernier voyageur du temps ». Ryu fut surpris qu'on lui donne un titre pour cela, car il surpasse les pouvoirs des runes. Ce titre lui permet de devenir un esprit pendant 1 minute, après la mort, et s'il le souhaite, de ressusciter en pleine santé, après quoi le titre disparaît. Ce titre donne la résurrection, qui n'est disponible que pour le prêtre, et alors avec une limite de 30% de la santé totale. Ryu était très heureux d'un titre aussi fort. Il a décidé de le cacher à tout le monde pour que personne ne le sache. Ryu pense déjà qu'il est temps pour les autres de terminer la tâche aussi et se demande comment va Yon. « Oh, le voilà !» pense Ryu, alors que lui et un autre homme tentent de tuer le gobelin. « On dirait qu'il survivra », pensa Ryu sans l'ombre d'un doute. Plusieurs personnes ont également accompli la tâche et ont été fermées par une barrière. « Pas étonnant que cela devienne de plus en plus ennuyeux », dit l'ange en regardant le carnage. Elle dit que les misérables meurent et meurent, mais ne peuvent pas égaler le nombre de gobelins en diminution. « Peut-être que nous pourrons nous amuser à nouveau », dit l'ange, sur le point de torturer encore plus les gens. « Amusez-vous », dit par intermittence et effrayez la jeune fille qui tient dans ses bras un mort. Le corps dans ses mains commence à briller d'or et s'effondre. Tous les cadavres sur le champ de bataille commencent à s'effondrer et à disparaître. Soudain, 50 000 gobelins supplémentaires apparaissent, prêts à tuer. Ils se précipitent pour commettre un massacre et tuer tout le monde. Les gens ne s'attendaient pas à une nouvelle foule de gobelins. Ils ont à peine tué ces gobelins. « Je vais vous donner 50 000 gobelins supplémentaires. Je pense que cela vous suffira. » L'ange dit d'un ton maniaque, voulant voir le carnage. La seule chose qui reste aux désespérés est de tuer tous les gobelins. Un homme, fermant les yeux de peur, coupe un gobelin. Le gobelin se jette sur une autre personne, voulant la déchirer. Le troisième, blessé, tente de combattre le gobelin à main nue. Yong éloigne le gars du gobelin, qu'il a presque tué d'un coup. Une autre personne étrangle le gobelin, l'empêchant d'attaquer de quelque manière que ce soit. Ryu, pendant tout le massacre, reste assis et attend la fin. L'une des personnes appuya sa main ensanglantée contre la barrière, voulant aider. Il regarde le gobelin poignarder son ami à mort, et il ne peut rien faire pour l'aider. L'ange regarde avec ravissement le carnage qui se déroule sur le champ de bataille. Ryu a observé l'ange pendant tout ce temps. La tâche a été accomplie et les gens ont tué le nombre requis de gobelins. Certains étaient recouverts d'une barrière, d'autres non. Tous les gobelins disparurent soudainement, comme s'ils n'étaient pas là. Angel a rapporté que seulement la moitié avait accompli la tâche comme prévu. Le reste de ceux qui n'ont pas réussi doivent mourir selon les règles. Les gens la supplient de les laisser en vie, mais ils sont déjà en train de s'effondrer. Les survivants des barrières sont horrifiés par une telle cruauté de sa part. L'ange dit aux autres de ne pas s'inquiéter, car ils ont survécu et pourront revenir. Elle les félicite pour leur victoire et espère qu'ils feront mieux la prochaine fois. Selon les résultats,
Ryu occupe la première place tant dans sa région que dans toutes les autres. Il reçoit également 1000 pièces d'or pour avoir accompli cette tâche. Les gens sont choqués que Ryu occupe la première place dans toutes les régions. Probablement maintenant tout le monde sait que je suis premier au classement, pensa Ryu satisfait. Angel n'arrive pas à croire que quelqu'un de sa région soit en première place et veuille poser une question à Ryu. Il accepte rapidement de répondre à la question de l'ange. « Pourquoi es-tu si fort? As-tu obtenu une rune spéciale ou quelque chose comme ça ?» demanda l'ange. « Merde !» Ses pensées s'éclairèrent lorsqu'elle réalisa qu'elle en avait trop dit. Ryu lui demande qu'elle aurait pu simplement regarder sa fenêtre de statue. Pourquoi lui pose-t-elle des questions à ce sujet? Elle a immédiatement commencé à s'excuser en disant qu'elle le surveillait et a tout examiné à l'avance. « Ne sois pas ridicule », dit-il dans ses pensées en lui souriant. « Lady Angel, puis-je vous demander quelque chose ?» dit Ryu en se tournant vers elle. « Demander ?» demanda l'ange surpris. « La récompense pour la première place du classement est un peu maigre », a déclaré Ryu avec confiance. Les gens étaient choqués par l'impudence du héros qui demandait à l'ange de changer la récompense. Angel était à la fois perplexe et en colère face à l'audace de Ryu. Il dit qu'il espérait de meilleures récompenses que celles qui lui ont été accordées. Elle lui a demandé à nouveau, n'en croyant pas ses oreilles. Ryu a dit qu'il n'aimait pas les récompenses qu'elle lui avait données et qu'il demandait quelque chose de mieux. Il y eut un long et gênant silence entre eux. Elle est en colère qu'un petit homme pathétique ose lui demander quelque chose comme ça. Elle avait envie de lui exploser la tête comme cet homme impudent. Mais elle se souvenait que cette capacité était à usage unique et qu'elle l'avait déjà utilisée. Soudain, elle eut une idée sur la manière de lui donner une leçon sur son impudence. Elle sait déjà exactement quoi faire maintenant. « Vous voulez la meilleure récompense, n'est-ce pas ?» dit l'ange au héros en enlevant la barrière qui l'entourait. « Normalement, je refuserais simplement une telle demande, » dit-elle en descendant à terre. Mais elle décide d'y réfléchir et demande donc à Ryu de l'accompagner dans un endroit éloigné et ordonne aux autres de rester sur place, même s'ils ne peuvent pas partir seuls. Les gens ne peuvent pas croire que l'ange acceptera sa proposition, et certains souhaitent même obtenir une autre récompense plus tard. Beaucoup de gens sont intéressés par ce qu'elle va lui donner et l'envient. Ryu, marchant, tourne son regard vers Young, le regardant de travers. Young ne comprenait pas pourquoi il le regardait ainsi, ne le reconnaissant pas sous sa nouvelle apparence. Ryu se détourna à nouveau et s'éloigna en souriant, sachant qu'il ne l'avait pas reconnu. Angel et Ryu marchent à travers la forêt, dans ses profondeurs, en gardant leur distance. Elle demande pourquoi il ne se rapproche pas et l'appelle. Ryu accepte. Angel se plaint de la désobéissance de Ryu et du fait que les gens sont trop gourmands. Elle ne peut même pas modifier la récompense offerte par le système, et même si elle le pouvait, elle ne le ferait pas. « Il n'a qu'à prendre ce qu'il lui donne », dit l'ange, voulant donner une leçon au héros sur son impudence. Elle compte le tuer dès qu'ils auront dépassé le gros rocher devant eux. Elle pense que si quelque chose ne va pas et si elle ne trouve pas la raison de son meurtre, les joueurs déclencheront une émeute et détruiront le jeu. C'est pour ça qu'ils sont dans la forêt, parce qu'elle n'a pas besoin de témoins. Putain de petit homme stupide, si tu n'avais pas allumé la lumière, rien ne serait arrivé, pense l'ange en affichant un sourire maniaque, imaginant comment elle le tue. Alors tu veux une récompense ? Oui. Dis-moi quelle récompense veux-tu ? Dit-elle en se tournant vers lui. En se retournant, l'ange voit le poing de Ryu voler vers son visage, avec l'intention de le briser. Le poing lui frappe clairement la joue avec une grande force, lui écrasant le visage. Elle a volé assez loin pour éviter un coup aussi fort de Ryu. Angel ne réalisa le coup qu'au moment du vol, ne s'attendant pas à cela de la part de ce qu'elle pensait être un petit homme merdique. Elle tomba de surprise et d'un coup très fort de Ryu qui la renversa immédiatement. « C'est quoi ce petit homme qui m'a frappé ?» L'ange pense, en crachant du sang doré, qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle a été frappée par une personne simple et pathétique, juste comme ça. « Espèce de putain de salaud !» Elle crie, se retournant pour déchirer Ryu avec ses mains. En se retournant, elle ne le vit pas, comme s'il n'y avait jamais été. L'ange pense qu'il a disparu, alors qu'en réalité, il était déjà derrière elle et se préparait à l'attaquer. Il saisit son aile très fermement et fermement. Elle regarde en arrière avec peur, sentant une forte emprise sur son aile. « Attends, qu'est-ce que tu fais ?» Effrayée, elle demande à Ryu ce qui tire sur son aile avec l'intention de l'arracher. Elle hurle de douleur alors qu'il lui arrache son aile avec un visage calme. Elle se figea sous le choc douloureux et essaya de regarder derrière elle. Ryu, calmement, sans hésitation, comme s'il l'avait fait plusieurs fois, lui arrache complètement son aile, d'où jaillit le sang doré d'un ange. « Arrête de pleurnicher !» dit-il en lui arrachant l'aile à main nue. Ensuite,
Ryu commence à arracher sa deuxième aile pendant qu'elle crie de douleur. « Maintenant, tu ne t'échapperas certainement pas », dit-il en arrachant la deuxième aile, d'où jaillit encore du sang doré. Ryu demande si elle souffre, ce à quoi elle crie qu'elle souffre naturellement. Il dit cela encore quelques minutes et elle lui dirait déjà cela et rirait méchamment. Elle dit que Ryu est fou et lui crie dessus alors qu'il est assis à genoux. Ryu prétend qu'elle l'aurait tué en utilisant le poignard qu'elle a caché dans l'aile et lui montre le poignard accroché à son aile qu'il a arraché. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle perplexe, essayant de se justifier. Dès qu'elle a voulu dire qu'il n'y avait rien de tel dans ses pensées, il l'a interrompue et lui a dit que cela ne servait à rien de mentir. Tout était clair pour elle et a prononcé son nom, Byriel. Elle est extrêmement surprise qu'un simple mortel connaisse son nom, car elle ne l'a jamais dit à personne. Ryu invoque un stylet de son inventaire dans sa main, avec le désir de tuer Byriel. Elle crie avec perplexité pourquoi il a besoin d'une arme, ce à quoi il demande si elle peut deviner elle-même. Byriel prétend qu'il est fatigué de vivre, car elle peut le tuer d'un seul geste de la main, lui faisant exploser la tête. Il dit qu'elle ne lui fera rien, car elle a déjà utilisé cette capacité. Son visage était déformé par la confusion, la peur et la colère. Elle commence à prétendre que ses camarades, les anges, l'attraperont et se vengeront. Mais il la bouleverse immédiatement en disant que tous les anges sont égoïstes par nature, qu'ils préfèrent prendre soin d'eux-mêmes plutôt que d'elle. Mais elle considère cela comme un non-sens. Il veut déjà la tuer, mais l'ange, sans renoncer à essayer de le persuader, dit que si elle meurt, il ne reviendra pas. Mais Ryu dit que le système les rendra tout seuls, sans sa participation. Elle est à nouveau sous le choc. Byriel ne perd pas ses tentatives pour le persuader de la laisser en vie, en lui offrant des informations, mais cela ne l'intéresse pas. Ryu dit que s'il avait besoin d'informations, il la torturerait et découvrirait tout ce dont il a besoin. Il sait déjà tout sur les anges. Dès qu'elle lui a demandé comment il savait tout cela, le héros lui a immédiatement enfoncé un stylet directement dans la poitrine. Ryu l'a transpercé avec un stylet, projetant tout son sang sur le sol, et du sang coulait également de sa bouche. Le corps sans vie de Byriel gisait sur le sol. Tout son corps était couvert de sang doré, et les mains de Ryu étaient également couvertes de son sang. Le système lui signale le meurtre d'un ange. Il devient le premier à tuer un ange et reçoit le titre de premier tueur d'anges. En récompense pour avoir tué un ange pour la première fois, il reçoit le sang d'un ange et la rune du tueur. Il l'a pris lorsque, lors de sa 13e tentative, il tua un ange, se vengeant de lui. La rune résultante est immédiatement implantée dans le corps de Ryu. Le titre « Angel Killer » donne au destinataire une double augmentation de caractéristiques s'il combat avec une entité sacrée. La rune tueuse qui y est implantée donne une augmentation permanente en pourcentage des caractéristiques jusqu'à 100% jusqu'à la fin du tour. Si les anges savaient qu'il a reçu cette rune maintenant, comme tous les autres objets, ils seraient choqués. Ryu examine attentivement l'objet dont il a désespérément besoin, qu'il a reçu en tuant Byriel. Dans ses mains, il tient le sang d'un ange, chose rarissime. Cet objet est un consommable requis pour obtenir la classe Reaper, spécialisée dans l'élimination des créatures sacrées. À partir du 10e niveau, tous les joueurs ont la possibilité de recevoir une classe, quelque chose qui détermine les forces et les faiblesses des joueurs, la montée en niveau et les armes. Il y en a 30 au total et elles sont faciles à changer. Pour changer, vous devez obtenir un objet spécial pour changer de classe. Il est généralement obtenu lors d'une chasse ou lorsque des conditions simples sont remplies. Mais il existe également des classes uniques qu'un seul joueur peut suivre et les objets permettant d'obtenir de telles classes sont obtenus de manière complexe. Bien sûr, les classes uniques sont bien supérieures aux classes simples. La montée de niveau, les compétences, les armes, tout présente des différences frappantes. Je suis revenu sans même avoir terminé le premier tour, dit Ryu, voulant ouvrir un coffre rare avec des récompenses. Le coffre contient un buff qui augmente l'expérience au 2e tour, 2000 pièces d'or ou des informations sur le 2e tour. Désormais, le plus important pour Ryu est d'atteindre rapidement le niveau 10 afin de suivre le cours. Par conséquent, le héros prend le buff d'expérience et commence à travailler à partir du 2e tour. C'est sa dernière tentative, et il n'hésitera donc pas, il lui faut devenir plus fort le plus rapidement possible. Le système annonce la fin du premier tour et programme le 2e tour le 1er février 2023. Young sursaute brusquement, se réveillant dans le monde réel. Il voit que les gens autour de lui se réveillent également après que l'ange les a transportés. Young est très inquiet de ce qui s'est passé,
car ce n'est certainement pas un rêve ou une hallucination. Les gens reprennent peu à peu leurs esprits, pensant qu'ils rêvaient. Young regarde son téléphone et constate qu'autant de temps s'est écoulé que dans son rêve. Ses partenaires se réveillant également en se plaignant d'un corps raide et de douleur. Young parle à son partenaire et lui dit que tous ceux qui se trouvèrent sur la place se sont évanouis ou se sont endormis. Ils commencent à dire qu'ils ont fait un rêve étrange, mais Young ne le pense pas. Les gens disent qu'ils ont survécu à l'enfer et qu'ils ont pu surmonter l'épreuve. Les partenaires de Young commencent à réaliser que ce n'est pas un rêve et une épreuve spéciale a commencé pour eux. Ils remarquèrent tous que Kim Tae-shik ne s'était pas encore réveillé et gisait inconscient. L'un d'eux s'approche de lui et commence à le secouer et à le retourner. Vous pouvez voir sur son visage que Kim est dans un état extrêmement mauvais. Le partenaire commence à vérifier la respiration et le pouls de Kim, essayant de comprendre s'il est en vie. Il ne respire pas, et il n'y a pas de pouls, dit-il avec peur et conscience que son partenaire est mort. Young était très effrayé en réalisant que tout le monde pouvait très facilement mourir. Ils ont tous réalisé que la mort était réelle dans le jeu. Tous ceux qui ne se sont pas réveillés sont également morts. La moitié des gens présents sur la place sont morts. Les mains de Young commencent à trembler de peur qu'il ait pu mourir paisiblement là-bas, avec les gobelins. Il commence lentement à perdre la tête à cause de la réalisation de tout. Mais aussi, selon Young, tout le monde est toujours égal et dans des conditions égales. Laissant de côté les pensées négatives, il essaie, assez grossièrement, de rassurer son partenaire en lui disant qu'il est tombé dans le désespoir. Young dit que tout le monde est égal et que tout est juste. Ses partenaires commencent à penser qu'il est fou. Un autre partenaire dit que Young a toujours été un enfant de la rue. Donc il n'a rien à perdre et il a encore beaucoup à faire. Tandis qu'en disant cela, Young cherchait quelqu'un. Il cherchait Ryu tout ce temps et ne parvenait pas à le trouver. Young se souvient que le héros était à l'écart et se demande où il est allé. Il décida que comme il était un faible, il mourrait immédiatement dans ce massacre, sans connaître toute la vérité. Quelque chose l'a soudainement alerté. Quelque chose à côté de lui. Young remarque un gars en armure métallique, ce qui n'est pas typique de son époque. Cela l'a choqué. Personne ne porte quelque chose comme ça à Séoul. Il ne pouvait penser qu'à une chose. Le système avait pénétré leur monde. Les tentatives pour invoquer une fenêtre d'état pour lui ont réussi. Elle est apparue devant lui. Il a confirmé son attente. Sa surprise n'a eu aucune limite. Il l'a même dit à haute voix. Ses partenaires n'y ont pas cru au début, mais ont décidé de vérifier et leur fenêtre de statut s'est également ouverte. Comme une réaction en chaîne, les gens ont ouvert des fenêtres de statut et ont été choqués. Young décide de vérifier quelque chose et prend la pierre. Il la serre simplement dans sa main, et la pierre s'effondre en petits morceaux. Il réalisa que sa force restait avec lui. « C'est tout simplement incroyable », dit Young, anticipant ce qu'il fera avec ce pouvoir. Selon les informations, sur la place Jongro, juste pendant les vœux du Nouvel An, 10 000 citoyens ont perdu connaissance. Avant de s'évanouir, une femme non identifiée vêtue d'un costume d'ange a été aperçue au-dessus de la place et a parlé aux civils. Peu de temps après le discours, un homme meurt d'une explosion à la tête, devant laquelle une femme a prononcé quelques mots et l'a pointé du doigt. Ensuite, la femme tend les mains aux observateurs et tous perdent connaissance. Toutes les personnes qui ont perdu connaissance seraient âgées de 19 à 29 ans. Ce phénomène ne se produit pas seulement en Corée du Sud, mais partout dans le monde. Les commentateurs commencent immédiatement à dire que les médias ont utilisé quelque chose, que c'était une blague et un faux. Cela a déjà commencé, dit Ryu en marchant dans la rue éclairée par l'aube. On rapporte en outre que seulement la moitié ont repris conscience, et les autres sont soit dans un état comateux, soit ont subi une mort cérébrale. Il s'agit d'une crise extraordinaire, car 11% de la population mondiale est décédée. Le reste des survivants se disent joueurs, et c'est le principal problème. Les statistiques de là sont transférées ici. Pour l'instant, la différence n'est pas grande, mais Ryu sait que plus cela dure, pire ce sera. Au fil du temps, les joueurs deviendront des surhumains dotés de compétences et d'une force et d'une magie énormes. Les gens ordinaires ne pourront rien leur opposer. Ryu ne va pas rester là et laisser les choses se produire. Il décide de prendre le contrôle de tout et de tout le monde, devenant bien plus fort qu'eux. Ryu utilisera tous les moyens à sa disposition pour devenir plus fort le plus rapidement possible, et il connaît plusieurs personnes qui l'aideront à rejoindre le patron. Il s'en occupera plus tard. Il a des choses plus importantes à faire. Au bout d'un moment, il arrive chez lui et entre sans faire de bruit. Le héros remarque immédiatement quelque chose qui attire son attention.
Ce sont les nouilles que quelqu'un a mangées pour le dîner et que Ryu n'aimait pas beaucoup. Il ouvre doucement la porte et entre dans la pièce. Son jeune frère dort sur le matelas, ignorant ce qui s'est passé. Dormant comme un mort pendant que son frère aîné se promène quelque part, pense Min en regardant son frère. Le nom du frère cadet est Ryu-won et il est actuellement en 3e année au collège. Ils avaient une famille très ordinaire jusqu'à ce que leurs parents meurent dans un accident de voiture et qu'il devienne le tuteur de son frère. Min regarde le bandage qui s'est décollé de son jeune frère. Son frère est tout battu et meurtri. Il ajuste le pansement pour mieux le coller à la plaie. Min rassemble ses pensées pendant un moment, regardant son frère. Il allume la lumière et réveille son petit frère, et Vaughn se réveille à contre-cœur. « Il est temps de se lever », dit Ryu-won à son jeune frère endormi. « Il n'est que 6 heures du matin », s'indigne Vaughn. Le frère aîné de Vaughn lui arrache brusquement la couverture, le surprenant. Min dit qu'il n'a pas le temps et qu'il répondra à ses questions en cours de route. Vaughn demande où ils iront, et il refuse d'y aller si c'est juste pour regarder le lever du soleil. Ming lui dit simplement d'écouter son frère aîné. Il dit qu'on ne peut pas se détendre et que le monde sombre dans le chaos. Le frère cadet dit que Min allait fêter le nouvel an dans la rue et demande ce qui s'est passé, ce à quoi son frère a répondu qu'il répondrait en chemin. Ils marchent ensemble le long de la route déserte du matin. Vaughn regarde son frère avec enthousiasme et intérêt. Son frère a un visage sérieux et se demande ce qui s'est passé. Min demande à son frère qu'il ne sait rien de ce qui s'est passé. Vaughn a été effrayé par de telles déclarations de son frère et veut savoir ce qui s'est passé, ce que son frère suggère simplement de regarder sur Internet. Il regarde, sur les conseils de son frère, l'actualité pour voir ce qui s'est passé. Ne comprenant pas, il demande à son frère si tout ce qu'il a lu est vrai. Min dit qu'un ange a pris les âmes des gens sur la place. Vaughn remarque que l'âme de son frère a également été enlevée, et Min lui dit qu'il a également fini par tuer une centaine de gobelins pour pouvoir revenir. Il s'inquiète immédiatement pour son frère aîné, s'il est blessé et si tout va bien, mais Min ignore cela en disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vaughn ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour son frère aîné. Après tout, après la mort de ses parents, lui seul est resté avec lui. Min est devenue pour lui la figure la plus proche et la plus forte. Alors qu'il pleurait de chagrin à la suite de la mort de ses parents, son frère a essayé de devenir plus fort pour remplacer les parents de son jeune frère. Il est devenu la personne la plus fiable et la plus forte au monde. Mais Vaughn, dans ses pensées, s'inquiète du fait qu'un esprit fort et tuer des centaines de gobelins soient deux choses différentes. Physiquement, son frère n'est pas si fort. Ming sait déjà ce qui tracasse son frère. Il y avait un système de caractéristiques comme dans les jeux, et donc sa force initiale n'était pas importante. Avec cela, il rassure son frère. Min dit que Won le verra alors en action et comprendra immédiatement tout. Mais cela pose encore plus de questions à Won sur l'endroit où ils vont, auquel Min dit de le suivre s'il veut savoir. Le jeune frère refuse d'aller ailleurs sans expliquer où il va. Il demande à tout lui dire, car il s'inquiète pour son frère. Regardant toutes les blessures de son frère, il décide quand même de lui dire que ce n'est pas la première fois qu'il s'y rend. Après avoir réfléchi un peu, il va enfin dire à son frère où ils vont. Min dit que celui à qui ils vont est Ban Tae-gyu, ce nom surprend son frère. Ils se rendent dans la cachette du tyran de la classe, son petit frère. Min sait depuis longtemps qu'il intimide son frère. Vaughn est surpris de voir comment il le sait, car il lui a caché tout ce qui se passait. L'aîné dit qu'il n'est pas aveugle et qu'il a tout remarqué il y a longtemps. Le plus jeune ne voulait pas déranger son frère avec ses problèmes. Il avait déjà beaucoup à faire. Où pourrait-il aller autrement? Mentalement, il s'excuse auprès de Min de lui avoir causé des problèmes. En fait, avant les cycles, il ne savait pas qu'il avait de tels problèmes à l'école. Il a tout découvert la première fois qu'il en revenait, alors qu'il dormait et que son frère vaquait à ses occupations. Puis Min a reçu un appel le matin, le réveillant. Tout d'abord, on lui demande s'il est le tuteur de Ryu-won, et alors qu'il est encore endormi, il ne comprend même rien. On lui dit de se rendre d'urgence à l'hôpital où Vaughn repose actuellement, la nouvelle lui coupant le souffle. Après le départ de Won, il a été battu et complètement aveuglé, et Min se reproche de ne pas avoir pu voir tous les signes plus tôt. À partir de ce moment, il a promis que personne ne toucherait à son frère. Personne. À l'intérieur de l'entrepôt de matériaux de construction, derrière les lourdes portes, des coups violents se font entendre. La personne reçoit des coups de pied dans la poitrine avec un zèle particulier. Le type énorme tabasse les 3 types les plus faibles, en disant qu'ils auraient dû rapporter 2000 wons à chacun. Il est en colère que ces gars ne lui répondent pas parce qu'ils sont battus. Cela alimente encore plus sa colère.
Et encore une fois, il commence à donner des coups de pied à ses gens lorsqu'ils sont épuisés. Ses partenaires disent qu'il s'agit d'un ban typique, qui bat frénétiquement même ses sbires. À voix basse, ils disent que les anciens des autres écoles ont aussi peur et que croiser son chemin coûte plus cher pour eux. Après avoir battu ses gars, Ban se plaint qu'il voulait s'acheter un vélo avec cet argent, mais il ne pourra pas le faire, car ils ne l'ont pas apporté. Il demande à ses partenaires s'ils ont des idées sur la manière d'obtenir de l'argent. Cela les rend confus. Ban leur dit de trouver une solution rapidement. L'un d'eux a une idée sur la façon de procéder. Vous pouvez tirer de l'argent de ce petit Ryu-won aux cheveux bouclés. Ban voulait juste l'appeler pour le battre, pour ainsi dire, pour lui offrir un cadeau pour la nouvelle année. D'autres sont d'accord, car on peut lui retirer de l'argent et que c'est une bonne idée. Mais Ban n'est pas d'accord avec eux. Il est sans abri selon lui. Le fait qu'il habite, on ne sait où, et qu'il n'a définitivement pas d'argent. Ses partenaires ne le savaient même pas, et il ajoute également qu'il n'a pas non plus de parents. Il dit qu'il vit avec son frère et se tourne vers l'entrée avec surprise. Ses gars demandent immédiatement ce qui ne va pas chez lui, et il regarde silencieusement. Ryu-won se tient à la porte, tenant timidement sa main, et Ryu-min, qui est venu ici pour ne pas organiser de négociations. Ban et son entreprise ont été inspirés par le fait qu'il était venu lui-même et n'avait pas besoin de l'appeler. « Souviens-toi du soleil, voici le rayon », dit-il. Ban crie que Ryu-won est un petit salaud, avec une agressivité particulière. Ryu a gagné, maladroitement, s'excuse en tremblant, s'accrochant à son frère avec son autre main. Ban pensait dans son esprit qu'il était à côté de Ryu-won. Il n'aimait pas son visage. Il demande qui il a amené avec lui. S'est-il fait un ami ou quelque chose comme ça? Ryu-won lui-même essaie d'une manière ou d'une autre de faire sortir les mots. « Je suis le frère de Ryu-won », a immédiatement déclaré Ryu-min. Ban se prépare déjà à battre Won et Min, parce que le jeune frère a tout dit, parce qu'on lui a dit de garder le silence. Ses partenaires décident aussitôt de se rapprocher des frères, le surprenant. Ils se dirigent avec confiance vers Ming, surpris que les faibles eux-mêmes se rendent à Ban et espèrent qu'ils sachent au moins comment se battre. L'un d'eux arrive et dit d'un ton moqueur « Pourquoi veux-tu te battre ?» et montre avec moquerie qu'il est plus grand. Ming le frappe immédiatement au visage, enfonçant son visage plus profondément dans sa tête. Il tombe immédiatement sous le coup et s'allonge avec le visage cassé, effrayant l'autre gars. Le gars attaque immédiatement Min, essayant de le frapper. Le héros se déplace calmement vers la gauche et le coup le manque. Il part immédiatement son coup d'un coup à la mâchoire. Le gars n'a même pas eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit. Le gars vole immédiatement dans un tas de caisses et de barils, le détruisant. Deux autres coururent pour le battre, sans penser à leur défense. Ming a immédiatement frappé tout le monde au visage à une vitesse fulgurante. Tous les coéquipiers de Ban ont été tués d'un seul coup et ne peuvent plus se battre. Ban regarde toute cette performance et dans ses pensées traite son peuple de déchets, qu'il n'est pas capable de combattre. Il pense que Min a appris à se battre quelque part, mais cela ne sert à rien contre lui. S'approchant de Min, Ban dit que ce n'est pas parce qu'il a appris quelques mouvements qu'il est désormais aux commandes. Après tout, vous pouvez simplement l'écraser sous la masse, dit-il en ayant confiance en lui. C'est dommage que vous ne lisiez pas les informations, dit Ryu-min, sachant qu'il gagnera sereinement. Quelles sont les nouvelles? Dit Ban, et le héros soupire, réalisant à quel point il est stupide. En criant, il attaque Ming en se balançant simplement vers lui. Le héros esquive calmement et habilement son attaque. Ban entame une série d'attaques que le héros esquive calmement sans jamais se faire attaquer. Il s'essouffle rapidement et commence à soupçonner que quelque chose ne va pas avec Ryu-min. Il est en colère et ne comprend pas pourquoi il ne frappe pas le héros. « Si tu avais lu la nouvelle, » dit Min en préparant un coup puissant, « vous n'oseriez pas frapper un joueur, » dit-il en décochant un uppercut dans la mâchoire de Ban. Ban chancelle après le coup, mais ne tombe pas sous un tel coup. D'un sursaut, il se précipite brusquement vers le héros pour lui porter un coup violent. Avant la grève, le héros disparaît. Ban a été surpris que Min ait soudainement disparu. « C'est impossible !» cria-t-il de surprise et de colère, un instant avant que le héros ne frappe. Immédiatement après avoir parlé, un coup à la tête lui tomba dessus comme un éclair. « Toi, rien, saleté !» insulte le héros Ban en lui tenant le visage. Il baisse la main, du sang coule dessus et la dent cassée par le héros tombe. « Je vais te tuer !» Ban crie de colère à cause d'une dent cassée. Il frappe à nouveau de toutes ses forces. Min esquive calmement un tel coup. Le héros saisit la main de Ban, interrompant ses attaques. Tenant sa main, il délivre une série de coups rapides, dirigés directement vers le visage, l'écrasant de plus en plus fort à chaque coup.
Ban ne tombe toujours pas sous des coups aussi violents portés à la tête. Vise-t-il délibérément le visage? Ban réfléchit dans sa tête, devenant encore plus en colère à cause de cela. Connard glissant. Si jamais je le frappe, pense-t-il en regardant Ming souriant. Ban se précipite vers le héros, qui n'a même pas esquivé le coup, comme pour le taquiner. Il essaie d'atteindre Min, mais le héros donne un coup de pied à Ban, en plein dans sa pomme d'Adam. Le coup du héros atteint sa gorge et lui brise presque la trachée. Ban vole dans le mur de l'entrepôt à grande vitesse. « Ban te joue », dit Min, regardant avec mépris Ban qui s'étouffe, d'un coup porté à la trachée. Blessé, le héros lui demande qu'il n'oubliera jamais comment ce salaud a battu son frère et l'a privé de la vue. L'image de son frère battu ne peut pas sortir de sa tête. Il ne l'oubliera jamais et ne le pardonnera jamais. Ne vous approchez pas. Ban vous supplie par intermittence de ne pas vous approcher de lui, mais Mina s'en fiche. Ming s'est approché et le salaud menteur a demandé et l'a supplié d'arrêter. Le héros prend soigneusement la main de Ban, mais le salaud a peur de lui comme du feu, tenant sa pomme d'Adam. « C'est pour ça que tu ne devrais pas toucher mon frère », dit Min avec un sourire maniaque. Un craquement se fit entendre, et Ban ne réalisa même pas ce qui s'était passé au début. Le héros s'est cassé tous les doigts de sa main gauche d'un seul mouvement, et lui-même hurle de douleur. Pendant qu'il crie, Min attrape son autre main pour faire de même. Il supplie de ne pas se casser les doigts de l'autre main. Le héros, bien sûr, ne l'écoute pas et se casse les doigts. Ban crie à nouveau de douleur dans tout le bâtiment, et ses partenaires, s'étant remis des coups, s'enfuirent de peur. Von se détourna, ne voulant pas assister à toute la cruauté qui se déroulait ici. « Si vous grimpez à nouveau, savez-vous ce qui va se passer ?» Min demande à Ban, qui, en pleurant, dit qu'il comprend de quoi cela le menace. C'est gentil, et pourtant, le héros sourit d'un air maniaque, sachant qu'il va continuer à le tourmenter. Il doit finir le travail, et que se passe-t-il s'il oublie et se casse à nouveau le bras? Un cri de douleur extrêmement fort se répand dans tout l'entrepôt. « Frère ?» Voin demande à son frère avec hésitation alors qu'ils partent de là. Il demande comment Min a si bien appris à se battre qu'il pourrait facilement les vaincre. Le héros répond que les joueurs peuvent utiliser leurs compétences dans le monde réel. Vaughn demande comment cela est possible. Il invoque un stylet dans sa main. La lumière dorée se transforme en arme. Cela fascine Vaughn. Un stylet est apparu dans sa main, ce qui a choqué le jeune frère. Le couteau est sorti du vide. Vaughn s'est exclamé de surprise. Mais Min dit qu'il peut invoquer les armes qu'il a reçues. Pendant que le frère aîné rappelait l'arme, le frère cadet a demandé que tout ce qui s'y trouvait était aussi des compétences. Exactement, j'ai 11 points d'agilité, note Ryu Min, par exemple, une personne ordinaire en a 3 et un athlète en a 10. Won demande à nouveau ce qui se passera si le niveau est augmenté, ce à quoi Min répond que comment devrait-il le savoir? Cela ne s'est jamais produit. Mais tout cela n'est qu'un mensonge pour sauver son frère d'un pire sort. Un jour, lors de sa 11e tentative, il fait part de ses capacités à son frère et se fait voler par un autre joueur. Même s'il s'est vengé, il ne veut toujours pas que son frère revive cela. Le héros veut se préparer à protéger son frère lors des affrontements entre joueurs. Pour commencer, il propose à son frère un petit déjeuner au magasin. Cela ne dérange pas Vaughn de manger. En arrivant au magasin, Min s'approche d'abord du guichet automatique avec l'intention de retirer de l'argent en espèces. Il allait retirer presque toutes ses économies. Il a retiré 100 000 wons en espèces, laissant environ 30 000 sur la carte. Le jeune frère est choqué de voir à quel point il s'est retiré. Le héros propose immédiatement de prendre de la nourriture dans le rayon cher. Won demande si son frère en est sûr, car tous les prix des marchandises ici commencent à 5 000. Min le convainc de prendre ce qu'il veut aujourd'hui. Le plus jeune s'inquiète de savoir s'il restera de l'argent pour plus tard, ce à quoi le plus âgé dit de prendre ce qu'il veut. Vaughn a immédiatement été inspiré et propose de prendre la poitrine de porc au chili. Le plus jeune a l'air heureux, ce qui réchauffe l'âme du plus âgé depuis un certain temps déjà. Min propose immédiatement d'aller au restaurant et d'essayer le steak le plus cher. Vaughn nie immédiatement que ce qu'il a choisi lui suffit. En regardant son frère, le héros se dit dans sa tête qu'il va tellement l'engraisser avec de la viande qu'il en aura marre. La viande est déjà chauffée, le plus jeune la prend et la mange avec du riz fraîchement cuit. Le petit frère est très content quand il mange ce plat. Délicieux. Vaughn a dit, se réjouissant d'un repas aussi délicieux, son frère aîné est heureux de le voir heureux. Min se lève de table et veut aller quelque part. Le plus jeune le demande, mais le plus âgé lui dit de ne pas s'en inquiéter. Le héros part et revient au bout d'un moment. Il pose sur la table un stylo et des billets de loterie qu'il a achetés.
Vaughn est surpris d'avoir dépensé tout l'argent retiré à la loterie. Le plus jeune demande combien de billets il a acheté. Le plus âgé répond que 20 pièces. Il est choqué que le héros ait acheté des billets de loterie avec toutes ses économies et craint de ne rien recevoir. Min dit qu'il n'est pas nécessaire de tirer des conclusions hâtives à ce sujet. Vaughn est surpris de ce que fait le héros et lui demande d'arrêter. Ming a rempli tous les tickets avec les mêmes numéros, et le plus jeune panique en se demandant où va l'argent. L'aîné dit que ce sont tous des numéros gagnants et qu'ils obtiendront les gains. Ce jour-là, ils jouent à la loterie. Les plus jeunes attendèrent ce jour pour savoir s'ils pouvaient gagner quelque chose ou non. Il était très inquiet, car nous parlons de 100 000 won. Ryu Won était épuisé, pensant qu'il valait mieux dépenser tout cet argent en nourriture. Il reprend à peine ses esprits lorsque les chiffres sont annoncés. Plus on les annonce, plus il est surpris. La loterie a annoncé les numéros gagnants et ils ont tous correspondu à leurs billets. Ils ont gagné à la loterie. Vaughn n'en croit pas ses oreilles et ses yeux. La victoire est dans leur poche et sur tous les billets. Ils ont tous les mêmes numéros. Il demande à le pincer. Min l'invite à se pincer. Vaughn demande à son frère si tout cela n'est qu'un rêve. Le plus âgé demande s'il veut que ce soit un rêve. Le plus jeune répond non. Min convainc son frère que ce n'est pas un rêve et que tout est vrai. Vaughn est très heureux qu'il s'ait gagné à la loterie. Il est heureux que l'argent n'ait pas été perdu en vain. L'aîné dit de ne pas faire de bruit, sinon son frère réveillerait les voisins. « Es-tu si heureux ?» Min demande à son frère, qui répond qu'il n'est pas content. L'aîné est bien sûr heureux, mais il l'a fait plusieurs fois. Au début, il était tout aussi heureux d'avoir gagné que son frère, mais c'est ensuite devenu une condition nécessaire à sa survie. Avec 900 millions de morts, l'économie va devenir fragile. À l'avenir, les joueurs échangeront une variété d'objets, le tout contre de l'argent. Le plus jeune n'arrive pas à croire qu'ils ont une centaine de billets gagnants entre les mains et il se demande combien ils en obtiendront. Le plus âgé n'en a aucune idée. Les gains peuvent être si importants qu'ils choquent le monde. Au bout d'un moment, il vient à la banque pour encaisser des billets de loterie. Ming n'est plus nerveux à ce sujet, puisqu'il a déjà encaissé ses gains des dizaines de fois. « J'aimerais remporter le premier prix à la loterie », dit Ryu Min en s'approchant du comptoir. L'employé félicite le héros pour sa victoire, car c'est rare. Dans ses pensées, l'employé est surpris que l'étudiant ait pu recevoir le premier prix. L'employé demande à indiquer l'endroit où le billet a été acheté, et Min appelle la succursale de Yonggai. Il fut extrêmement surpris en entendant ce nom. Il a appris que la succursale de Yongui avait gagné 115 fois. Le plus important est que 100 billets provenaient d'un seul endroit. Tous les 100 y ont été achetés. « Ne dites pas qu'une seule personne les a achetés », demande l'employé à son collègue. On lui a dit que si quelqu'un venait de là, appelez le directeur, ce sont des invités VIP. Il demande au héros d'attendre pendant qu'il appelle quelqu'un. Quelques minutes plus tard, le directeur de la banque arrive et le remercie d'avoir attendu. Il s'est présenté sous le nom de Kwon Jun et ils se sont serrés la main. Kwon félicite sincèrement Min pour avoir remporté la première place à la loterie. Le réalisateur demande à se rendre dans un endroit plus calme et demande à le suivre. Il emmène le héros chez l'équipe de vente de billets de loterie. Ils sont accueillis par la femme derrière le comptoir qui travaille ici. Elle est nerveuse et se demande qui est à côté du président de la banque. Peut-être pas son fils? Kwon Jun présente Ryu Min comme un invité VIP venu récupérer ses gains et lui demande de prendre soin de lui. Elle est surprise qu'il ait gagné une centaine de billets et qu'il soit un invité VIP. La fille est très nerveuse et essaie de se calmer. Elle demande à Ryu Min de s'asseoir sur la chaise, s'adressant à lui très poliment. Le secrétaire lui demande s'il veut boire quelque chose, ce à quoi il répond que ce n'est pas nécessaire, et demande de lui remettre immédiatement les gains. Elle demande immédiatement que les billets soient vérifiés pour s'assurer du montant qu'il a gagné. Ming remet calmement tous les billets gagnants qu'il a achetés. La secrétaire n'arrive pas à croire que tous les billets portent le même numéro. Après avoir fini de vérifier, elle confirme que tous les billets sont gagnants. Ming demande combien il a gagné sur tous les billets. Elle est choquée par une telle somme. Le secrétaire dit qu'il a gagné environ 22 milliards et demi de won, et avec les impôts, il a gagné environ 15 milliards. La première chose que fit le héros fut de trouver un endroit où déménager et de louer une maison. Il a ensuite ouvert un compte de courtage et investi dans Bitcoin, car celui-ci devait être multiplié par 6 le mois prochain. Min montre à son frère quel genre de maison il a acheté pour y vivre. Won l'aime vraiment. Le plus jeune demande alors pourquoi il l'a loué et ne l'a pas acheté, car il aurait facilement pu l'acheter avec leur budget. À cela, le héros répond qu'il n'a plus d'argent. Il n'en a laissé qu'1 milliard et a investi le reste dans Bitcoin. Il a été choqué par cette information. Il ne pensait pas qu'il partirait si vite.
Min essaye d'assurer à son frère que tout cela n'était pas irréfléchi. L'aîné dit que de toute façon, il obtiendra plus d'argent grâce à la loterie Noto. Il rêvait des numéros gagnants. Vaughn était plein d'espoir. Il n'avait entendu parler que de ces gens qui rêvent des numéros de Noto. Le frère cadet, secouant l'aîné, demande de ne pas oublier ces numéros gagnants. Min répond qu'il n'oubliera pas. Il avait déjà gagné à cette loterie tellement de fois qu'ils étaient déjà imprimés dans sa tête. L'aîné propose à son frère un endroit où manger et s'apprête déjà à partir. Le plus jeune ne comprend pas où ils vont. « Je ne te l'ai pas dit ? Nous partons aujourd'hui », dit Min à son frère. Un coup puissant a brisé le mur de béton en fragments. Young teste son énorme force sur un mur de béton. C'était une bonne idée pour lui de tout mettre dans ses forces. Il prépare un autre coup puissant contre le mur pour tester sa nouvelle force. Young a également reçu une rune de force lors de la mission, qui double sa force et l'augmente considérablement. Il regarde avec plaisir le mur qu'il a écrasé, pensant que Mike Tyson sera jaloux d'une telle force. Young est simplement impatient d'essayer ce pouvoir en combat réel.